Attention, on fait un recording alors. Alors, je vous mets la vidéo dans le chat. Je coupe le son. Pas très intéressant le son. Est-ce que vous l'avez vu, c'est bon? Ou pas? Ouais, nickel. Ok. Alors, donc pour ceux qui sont un peu surpris, c'est la Nouvelle-Zélande contre le Canada, c'est du 7. Je crois que c'est au Canada. Donc rapidement, ce qu'on peut voir au départ, c'est que c'est un lancement de jeu, parce que c'est sur une touche, donc c'est quelque chose de prévu, c'est sûr. Il y a 2-3 trucs super intéressants sur la combi. Alors déjà, on le note, c'est un lancement de jeu. Leur lancement de jeu, encore une fois, c'est la Nouvelle-Zélande, ils aiment bien faire simple. C'est quoi ton lancement de jeu? Une redoublée. Voilà. Il n'y a pas je fais une redoublée, une sautée, une croisée. Non, ils font une redoublée. Ça fait essai. Les petits trucs à noter, je pense que c'est bien, au ralenti, on le voit mieux. C'est la course rentrante là, de la. Alors, ça, c'est un des trucs. Moi, déjà, je voudrais qu'on se focalise sur la 7, qui est la lanceuse en touche et qui est la relayeuse, et qui est celle qui redouble. Techniquement, ce que je voudrais, c'est qu'on regarde la course qu'elle a, en fait. Elle part 2 mètres, je pense, derrière ses 22. Et au moment de la redoubler, elle est toujours 2 mètres derrière ses 22. Elle recule pas pour faire une redoublée. Elle a une course droite. Et c'est la 10 qui, en recevant la passe comme elle est lancée, avance et lui permet de passer derrière. Qui est un truc super important. Je sais pas qui a parlé pour la course en 30, mais effectivement, la course en 30 est hyper intéressante. C'était qui pour la course en 30? C'était moi, Emeline. Ça y est, Emeline. Ouais, il y a une course dans le jargon technique qu'on appelle un cut, qu'on voit bien vers la 10e seconde de la 4 Black, qui permet effectivement de fixer son vis-à-vis. Ce qu'on voit, c'est que son vis-à-vis, en fait, elle rentre ses hanches vers l'intérieur. Et du coup, ce qui fait qu'elle sera plus apte après à faire le plaquage sur la 7 quand elle va passer dans l'intervalle. Est-ce que vous avez noté d'autres trucs? Il y a plein d'autres trucs à noter. Hein, José. Salut José. Pour moi, il y a une faute de défense de la numéro 10 canadienne. Si tu regardes au début, elle est bien placée dans l'alignement. Je dis ça notamment par rapport aux infos techniques que j'avais envoyées sur le jeu à 7. Ouais. Effectivement, Elle relâche, elle accélère relâche. pas alors que la 7 accélère. Et en fait, elle est totalement passive dès que la 10 va entamer sa course. Alors que la 7 accélérant, il va forcément y avoir quelque part un surnombre sur extérieur. Mais du coup, dans ces cas-là, là, bon, c'est du 7, donc c'est vrai qu'il y a des espaces qui sont vachement plus grands, etc. Mais dans ces cas-là, quelle est l'attitude que devrait avoir la 10? La 10, elle doit essayer. Elle accélère en même temps que la 7, normalement. Et c'est elle qui doit plaquer la 10 All Black, en fait. Et donc, elle doit demander aux autres de pousser. glisser. Ouais. Ah, d'accord. En fait, ce qu'elle fait pas parce qu'elle s'arrête, en fait, quasiment. Et du coup, la Canadienne, elle se retrouve obligée, celle qui est en vis-à-vis de la 10, elle se retrouve obligée de jouer son duel avec la 10, quoi. Ah, ok. En fait, le moment où elle voit, c'est-à-dire où tu as la 7 Black qui se rapproche de la 10, et que, étant donné sa course qui est totalement sur la largeur, en fait, si tu veux, donc juste genre 5 mètres avant d'arriver sur la 10, la 10 canadienne doit voir qu'en fait, il y a zéro possibilité pour qu'elle redresse et qu'elle prenne la balle inté de la 10. Donc c'est à ce moment-là qu'elle doit parler à sa très certainement 12, là, celle qui est en face de la 10, et dire glisse, j'ai, et se charger de la 10 pour que l'autre puisse glisser, et du coup que la centre exté
et moins le réflexe de se dire j'ai un espace inté, j'ai mon défenseur inté qui est déjà sur un défenseur, il faut que je ferme cet Ouais. espace-là. Parce que si elle ne le ferme pas, la 10, elle peut faire la passe à la 4. Hein, donc, Oui, clairement. C'est pour ça qu'il y a la course en cut hein, de la 4 All Black, c'est une possibilité de passe. Hein. Alors là, elles la font pas parce qu'effectivement, du coup, le défenseur choisit de suivre la cut. Donc elle donne pas la balle à quelqu'un qui est pris en défense. La 10 All Black, c'est très bien, c'est la bonne décision. Mais je suis persuadé que il doit y avoir d'autres vidéos qui existent où c'est la cut qui prend la balle et qui va marquer. Il y a un autre petit truc, alors deux petits trucs à noter sur la passe. La 10, elle fait une passe en redoublé, mais vers l'extérieur. Moi, ça me gêne pas parce que, étant donné qu'elle doit donner ou à la cut ou à la dos, clairement, ça lui donne ces deux options-là. Si elle avait donné un intérieur pour la 7, elle se fermait la solution de la cut, là, qu'on a. Et elle donne, si on regarde bien, c'est à la 12e seconde pour ceux qui sont sur YouTube. Elle donne quand la 7 est derrière elle. Elle donne dans son dos. Elle donne Ça, pile dans en son fait, dos le timing. Et ça, le timing, il est hyper important. Parce que du coup, là, elle a vraiment fixé son vis-à-vis, qui est, elle, du coup, c'est sûr, elle pourra pas aller jouer sur la 7, parce qu'elle est, elle veut faire son plaquage. Et en plus, avec ce timing-là, on a toujours la défenseur là qui revient un T, qui est prise par la cut, quoi. Et après, si on continue, il y a un autre truc intéressant, c'est la course de la 7, qui, en fait, a donc accéléré hein, au moment de juste avant sa prise de balle, on la voit accélérer. Donc elle est à pleine vitesse et son but, malgré la pleine vitesse, c'est quand même d'essayer de retourner vers la ligne d'essai le plus vite possible. Et donc de plonger dans l'intervalle. Pour ceux qui y sont. Qui est un truc difficile à faire parce que là, elle a sa course complètement en travers. Il faut redresser à pleine vitesse. Ça marche à 7 comme ça. Et là, ça marche à 7 parce qu'il y a des grands espaces. À 15, je pense que malheureusement, au moment de la passe, elle a pas bien orienté son bassin. Mais on verra sur la vidéo de 3 minutes 50 où O'Driscoll nous explique comment faire des redoublés. J'ai quand même pris des exemples irlandais pour faire plaisir à Erwan. Ouais, mais c'est parce que c'est lui qui le fait le mieux, c'est clair. Et un truc, peut-être en plus, c'est ça aussi que parce que si tu remontes, genre, ouais, cette image, parce que la 2 canadienne, elle avait une vis-à-vis qui Oui. était à l'extérieur et qui était genre dans le couloir des 15 mètres, quoi. Oui. Si la All Black avait pas pris la largeur, la 2 aurait pu prendre la 7. Je sais pas si Et on voit pas la All Black qui est en face de la 2, mais... On la voit jamais, mais tu soupçonnes effectivement que si la 2 ne vient pas inté, c'est parce qu'elle a un vis-à-vis, elle a une vis-à-vis. Dans ce couloir des 15. Clairement, là, Raph, il a raison. Elle a étiré au max et en effet, c'est ce qui a créé les grands espaces. Elles sont toutes mises très espacées et ce qui a créé justement de nombreux espaces. Et comme tu dis, Raph, déjà l'espace au large, mais aussi la 2. Enfin, celle qui garde la 4, la numéro 4 Black, là, qui est obligée de rentrer un T, c'est parce que justement, il y a des grands espaces et que elle peut pas se dire celle qui prend un T, elle va réagir assez rapidement. Non, elle sait que c'est mort, quoi. Ah oui. José, oui, José. D'abord d'accord avec ce que vient de dire Raph, parce que j'allais vous le suggérer, à vous signaler. Deuxième chose sur l'histoire de la redoublée inter ou exter. En fait, la réponse c'est que la fille qui déclenche la redoublée là, c'est la numéro 10. On est dans un référentiel jeu à 15. Alors que dans notre référentiel de jeu à 15 habituel, c'est la 12 qui a une course en cut qui déclenche la redoublée. Ouais. Et c'est pour ça que la passe est vers l'intérieur. Donc là, c'est tout à fait cohérent. Mais pour avoir vu beaucoup de vidéos, il y a des vidéos où les courses sont en cut. Mais c'est pour ça de noter que c'est pas ça dépend de qui fait la redoublée et de ce qu'on fait. Là, typiquement, comme c'est pas la 10 qui fait une course en cut, mais celle d'après, la centre, la 12, effectivement, la 10, son intérêt, c'est toujours d'aller donner XT parce qu'elle a la solution de la fille qui vient en cut qui est disponible, plus celle qui est dans son dos. Mais il y a d'autres redoublés où c'est pas le cas.
D'ailleurs, c'est la vidéo d'après. Ah. Ouais, elle est courte la vidéo, elle fait que 10 secondes. Ça a pas mis, ils ont été un peu ledge en ralenti. C'est le Japon contre le Canada en 2011, comme quoi le Japon savait jouer avant la Coupe du Monde. Pour ceux qui en doutaient. La redoublée, c'est aussi un truc que les Japonais aiment bien. J'en ai trouvé plusieurs des vidéos des Japonais qui font une redoublée. Là, on n'est pas forcément clairement sur un lancement de jeu, même si je pense qu'on est plutôt sur un ballon lent, donc c'est sûrement quand même un lancement de jeu. À noter qu'on est au bord du terrain, toujours. Donc, encore une fois, avec la redoublée, on cherche à créer un surnombre au large. Donc souvent, c'est quelque chose qu'on essaye de créer quand on a un ruck, un lancement de jeu sur un bord de terrain. Avec une mêlée au centre du terrain, rarement. Alors que c'est ce qu'on avait vu sur la croisée de All Black, ils font ça avec une mêlée au centre du terrain. Là, sur la redoublée, on est plutôt sur des choses qui se font avec des lancements au bord du terrain. Du coup, et justement, José, c'est pour revenir sur ce que tu fais. Là, tu vois le centre, à la 2e seconde de la vidéo, il a une course rentrante. Alors, je pense que c'est une cut, c'est pas évident, mais en tous les cas, c'est sûr que son bassin il est orienté vers la ligne de touche. Il a une course rentrante et du coup, ça passe, il l'a fait un T. Et effectivement, il l'a fait un T et une fois que il le voit, son défenseur a commencé son plaquage. Encore une fois, question de timing. Dans les timings pas parfaits, je pense que le 10 japonais, il est encore un peu en retard. Et du coup, ils font pas vraiment la passe dans le dos. Et ça va se voir parce que du coup, lui, il prend pas vraiment un intervalle encore, tout à fait. Quand il passe, hop. Il faut qu'il redresse sa course. Il y a un corps. Et du coup, il y a encore un défenseur qui peut le plaquer. Qui est, je sais pas quel numéro il a là, le blondinet canadien. Moi, je dirais 9. Hein, ouais, il y a le 9 et le 13. C'est le 13, ouais. C'est pour ça que ça me paraît assez bizarre que ça soit un 9 là. Il y a le 13 là qui arrive à lui attraper à cheville. On n'est pas au top sur la qualité du plaquage canadien, mais bon. Mais on n'est pas au top déjà, peut-être même dans son placement avant, parce qu'il est vachement, vachement en avance en fait. Le 13 le défenseur canadien blond là. Parce que le 13, tu vois, t'as l'ailier là qui vient s'incruster dans la ligne. Ou alors c'est l'autre qui est en retard, mais ils sont vraiment pas alignés quoi. Quand Ah, tu veux dire juste avant. Ouais. Ouais, je pense que c'est le ralenti qui fait ça. Dire ça, mais je pense qu'en fait, ça va. Sur l'alignement, quand tu regardes, ça se joue à pas grand-chose. Et c'est juste que comme tu as le premier qui vient plaquer le 12, il s'engage. Donc, quand tu t'engages, tu sors un petit peu de la ligne. Et du coup, tu as l'impression que les autres sortent. Là, il a grandi son pas pour faire un impact. Non, mais je dirais surtout celui qui est après le 13, en fait. Après le 13. Ouais, là, il y a un défenseur qui est lui Ouais, lui. Pas vraiment, je pense qu'il pour le coup, lui, il a son vis-à-vis, qui porte un numéro 22, je pense. Encore une fois, il y a un ailier qui vient s'incruster dans une ligne, le 14, là. Je pense que Vraiment, hein, je pense que l'espace, il est créé parce que, encore une fois, tu as un défenseur qui s'engage sur son duel, alors qu'il n'a pas forcément besoin. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de com du défenseur inté, là? Il y a peut-être un manque de com du défenseur inté, hein. Je pense, ouais. Parce que si, il est un peu en retard. Lui, par contre, il est un peu en retard, je pense. Il est un peu en retrait dans la ligne, du coup, il n'est pas sûr d'avoir l'inté. Il lui dit pas. Du coup, tu as un défenseur qui vient faire son plaquage. S'il fait pas son plaquage, il n'y a pas l'intervalle. Et d'ailleurs, encore une fois, il est en retard parce que... C'est une fausse blonde. Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est vu sa blondeur, c'est faux. C'est quasiment lui qui doit faire le plaquage sur le 10, là. Et c'est toujours pas lui qui le fait. C'est, pour le coup, le centre, XT, qui vient, du coup, rattraper un peu l'erreur et qui fait le plaquage. Malheureusement, en faisant ça, il permet il crée l'espace pour le 14, en fait, qui venait de s'incruster dans la ligne. Et là, c'est mort. Une fois qu'on est lancé dans un intervalle, c'est mort. C'est un des trucs intéressants avec la redoublée.
c'est que même si on n'est pas passé, souvent, si on a le bon timing de course, quand on rentre dans un intervalle. S'il y a quelqu'un qui vient avec nous en même temps, dans le bon timing, en général, on a le temps de faire la passe derrière les défenseurs. Et ça, c'est valable aussi à toucher, à 15, à 7, c'est tout le temps valable. Là, c'est le timing de la passe, en fait. Il a rien fait le 10, mais il a gagné son duel, en fait. Et il peut faire sa passe. Alors, ok, il est en train de se faire plaquer, mais c'est quand même pas la passe la plus dure du monde. C'est pas le plus dur des offloads que j'ai vu, quoi. Non, et l'autre vient bien main, donc ça Exactement. facilite. Si tu viens main, là, souvent l'intervalle il est créé, quoi. Et d'ailleurs, on le voit bien, le 10, là pour le coup, le 10 canadien, il est aux fraises. Hein. Il aurait pas touché là. Hein. Je joue au R5, il a pas touché là. D'ailleurs, je crois pas. Ouais, d'ailleurs, il se fait pas toucher. Il y a une main. To get wide using, it's not a new thing, the little rack play in the midfield. Talk us through one. Yeah, lots of teams are doing it now, and sometimes off 9, sometimes off 10. This instance, Danny Kerr throws to George Lowe. Now, what I would say about him is he's a couple of metres away from Remy Tallez, and he's already shown as if he's going to give the ball back. For me, if he accelerates harder, he's going to sit Tallez down much better. In this instance, he gives it back to Danny, and Tallez is able to push off again, albeit he misses the tackle. But, you know, if you are going to carry the ball, carry direct and square, sit the defender down, and then you can give the inside pass to your 9 or your 10. Okay, Reece, we've got one for you from the archives. You watched this as a kid. Talk us through it. Ouais, génial. Parce que je sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit O'Driscoll là-dessus, sur le fait que... attends, c'est Danny Kerr, et par contre, il donne à... Je sais plus qui c'est qui fixe là. Remy Tallez. Mais justement, le problème, c'est qu'il va pas assez... complètement sur Thalès, et du coup en fait Thalès lui il gère parce qu'il voit les épaules qui se tournent pour redonner intérieur à Danny Kerr, et en fait du coup il le gère, et vous allez voir qu'en fait juste après sa passe, Thalès il est entièrement sur le 9, il s'est pas fait avoir, et c'est ce que dit O'Driscoll, si tu vas, et surtout si tu donnes un T, il faut vraiment y aller franco. Ouais. Pour montrer que tu rentres, et pour en fait pour asseoir ton défenseur, et en fait le bouffer complètement. Ce que faisait sur la précédente vidéo le japonais, ouais. C'est le 12 je crois, qui lui rentrait vraiment pleinement, et justement là l'incertitude elle est pour le défenseur, elle est créée entre est-ce que tu rentres percuté ou est-ce que tu vas donner, et là du coup faut qu'il fasse un choix. Donc là si l'autre rentrait vraiment plein pot, et ben en fait, il aurait pu asseoir Thalès et le fixer réellement. Et en fait, là, il se lance pas assez vite. Il a pas assez de vitesse, ce qui fait qu'en fait, au moment où il doit donner sa passe, il n'est pas encore au contact de Thalès. Ouais. Parce que s'il avait attendu plus, Kerr, en fait, il serait un peu trop loin sur l'extérieur, quoi. Ouais. Ouais, clairement, là, d'ailleurs, ils mettent 3 mètres pour... Ils mettent exactement, il y a 3 mètres entre le défenseur et le porteur de balle. Et effectivement, du coup, 3 mètres, c'est trop long. Thalès, il n'a pas du tout lancé son plaquage. Donc, il est encore sur ses appuis. Donc, il se fait pas du tout manger par la redoublée. Et il y a un autre truc, du coup, comme il n'est pas bien lancé et qu'il est même quasiment à l'arrêt, ce que tu vois, c'est que c'est Kerr qui redouble. C'est Danny Kerr, ouais. Et ben lui, il est obligé de reculer, en fait. Quasiment. Ouais, parce qu'en plus, il faut pas qu'il se fasse bouffer. Là, on voit par le joueur, il y a 2 joueurs à l'exté de Thalès, et il y en a un qui est déjà un petit peu en train de fermer. Ouais. Et en effet, il peut se faire bouffer par lui. Et du coup, l'action, elle passe beaucoup, beaucoup plus loin au large, alors qu'elle aurait pu passer juste dans le... Là, je pense qu'elle voulait passer. Il devait vouloir passer dans cette zone-là, mais et au final, ils vont passer. Ouais. Back. For me, if he accelerates harder, he's going to sit Thalès down much better. Okay, Reece, we've got one for you from the archives. You watched this as a kid. Talk us through it. Yeah, you got to remember, defences weren't what they are these days back then. But when Brian attacks a line there, he attacks as if he's going to carry, and then last minute decides to give it back, and he splits the centres one. Je précise que j'ai pas mis cette vidéo parce qu'il y a une chistera, Erwan. Je vois pas du tout ce que tu parles. C'est pas une chistera, tu sais, on n'a pas des mots spéciaux, nous, en Irlande, pour ça. C'est une passe normale. Pardon. Voilà, du coup, là, c'est Sexton, c'est la double Sexton O'Driscoll, qui vous font une petite masterclass de comment faire une très bonne redoublée dans le timing.
Encore une fois, c'est 2 trucs à noter. Donc là, O'Driscoll, clairement, il a une course rentrante, en cut. D'ailleurs, il attaque l'épaule intérieure de son vis-à-vis. Au niveau du timing, il est dans la défense très vite. Et c'est quand il est dans la défense qu'il décide de redoubler. Et du coup, son défenseur, il est déjà battu. Et c'est là que l'espace se crée pour Sexton, qui, encore une fois, je crois, prend l'intervalle, mais donne... Non Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Il a passé les bras, et du coup, hop là, il donne à quelqu'un qui arrive, c'est en avance. Hein. Ouais, et sur ça, en fait, quand tu regardes, il aurait pu faire le choix soit de rentrer, donner derrière, ce qui est en effet très souvent un très bon choix, mais il aurait pu faire le choix aussi de donner juste avant, si l'autre arrivait un peu plus à hauteur, parce que son défenseur XT avait les épaules qui étaient tournées vers lui, donc clairement engagées sur lui. Donc si les joueurs avaient été peut-être allés... mais 3 fois rien de plus tôt, peut-être qu'il aurait décidé de la donner avant parce qu'il voyait que c'était déjà, c'est bon, c'était déjà gagné là-dessus sur cet espace. Mais non, je pense, là, il fallait encore gagner cet espace. Mais là, et encore une fois, si on regarde la course de Sexton, il court tout droit. Il repart pas en arrière. C'est ou en un complet travers ou en avance un peu, mais on repart pas en arrière. Je vais avancer un peu parce que typiquement, il y a après une très bonne explication par notre... Sober? Yeah, just about. Good. And Ethan Manor, guys, if you can get on the floor, shouldn't be too difficult for you guys who've been at university recently this week. Okay, Brian, you take us through the first one. All right, Oz, we're going to do through my perspective and also Reese's. So what I'm looking to do with a drift defence, we're going to do a simple play where Reese is going to wrap around me. What I'm looking to do is stick to 12. I'm running at his inside shoulder, so if he decides to push off me, I'm carrying hard. Ideally, though, I want to stick him down and give the pass at the same time as the collision happens, so he's taken out of the game, and then you're creating numbers around the corner. If he decides to push off, I get a one-on-one with a 10, I'll take that all day. Voilà, O'Driscoll, typiquement, il le dit vraiment. Il fait la passe que si son vis-à-vis a engagé son plaquage. C'est ça, au moment de la collision, juste. Voilà. Vraiment au moment de la collision. Et dans la redoublée, j'avoue que beaucoup de gens trouvent que le mouvement a l'air plus simple qu'une croisée. Et si ce timing-là, il n'est pas respecté, l'espace, il n'est pas créé. C'est ce qu'on a vu sur la vidéo avec les Harlequins. Je vais avancer un peu parce que du coup, là, après, il nous explique pourquoi lui, il décide d'attaquer l'épaule inter, mais c'est globalement parce qu'il a une course intérieure, donc c'est mieux. Il a raison. Hop là. Je crois que c'est par là. Side shoulder, you're unlikely to get through and you might just block him off. A break, and then if he comes to you, because obviously this involves the two guys and the 10 needs to have the ability en fait, to turn the là, corner, tu doesn't peux it? juste mettre pause. Ouais. Ce qu'il dit à ce moment-là, c'est qu'il dit pourquoi il fait le choix d'attaquer l'intérieur et pas l'extérieur. C'est parce que quand tu attaques l'extérieur, là, en plus, étant donné la position, hein, on est sur une défense, parce qu'il disait au départ, on est sur une drift defense, une défense glissée. Donc justement, si tu viens attaquer l'épaule XT, l'intervalle XT, tu as moins de chances de franchir sur une défense glissée. Tu as moins de chances de franchir. Et donc, tu risques de bloquer la passe aussi, parce que comme tu vas XT, en fait, ce qui veut dire par là, c'est que ton 10, pour aller autour de toi, c'est plus compliqué. Et en plus, ça va resserrer l'intervalle 12-15 là. Donc, du coup, si tu as l'épaule intérieure sur une défense glissée, tu as plus de chances de franchir, puisque tu es vraiment en train de le prendre à contre-pied. Et là-dessus, c'est ce qu'il disait, c'est que quand il attaquait l'épaule intérieure du 12, de toute manière, il regarde, hein, soit le 12 décide de le prendre, comme là, c'était le cas, et donc dans ce cas-là, il donne la balle au 10, et de toute manière, comme il l'a donné juste au moment d'être au contact, il y a le 12 qui est consommé, mais il y a aussi le 10 qui gardait cette possibilité, et du coup, qui est là, qui est consommé, et du coup, qui est en retard dans tous les cas, et du coup, le 10 offensif attaquant ayant redoublé, on a un surnombre XT. Et il dit, si le 12, par contre, lui, reste XT, O'Driscoll, ce qu'il disait, hein, surtout O'Driscoll, lui, il prend l'intervalle, mais tout le temps. Il n'y a pas de souci. Il prend son 1 contre 1, lui. Alors, du coup, on va discuter du 10
et de son attitude en fait, une fois qu'elle a redoublé. Short. If he manages to fix this guy and gives it back to me, I got a decision to make now. Depending on what this guy's shoulder's done. If he's turned facing me, then I'm going to hit the guy outside. If his shoulders are facing out, then I got to back myself and trust that Brian's done the job on the inside centre to hold him up. Okay. So, but like you said, it's important that Brian gets in front of me so I can come around the corner and face 45 so I can see what the defence is doing and what the guys outside are doing. Well, that's one of the things I was going to say to you. And there's been a lot of guys here who've played in the midfield, who've been running across, taking a loop really quickly and find their body going sideways across the pitch, but really struggle. Did you have a mindset where you take the ball back? Do you turn your hips before you turn your body? How do you do it? Bit of dancing. Yeah, but hopefully the centre, he's got in front of you, so you know he's looking to carry, and then last minute, then he's hopefully just going to flick it back to you. So essentially, I open the hole for you by really running hard. Yeah, exactly. Is that right? So, Yeah. so if I take it, you know, lackadaisically, going slowly, it's harder for him to get into that space. Whereas if I really go hard at that inside shoulder, with the thought process. Alors, j'arrête là. Donc là, O'Driscoll reprécise bien que effectivement, lui, pour que la redoublée soit possible, il faut vraiment qu'il attaque très fort son intervalle et sa course pour permettre aux 10 de passer derrière et pas d'avoir à faire une course. Pardon. Mais il y a un autre truc, c'est qu'il le fait naturellement, mais il le dit pas, malheureusement. C'est le commentateur qui lui explique. Ah, déjà, le temps c'est là. Tu l'as? Ah, c'est bon. À peu près. Hop, hop, hop. Je vais remettre un peu. Ouais. Si vous regardez lui, après, il parle des choix en fonction de ce que va faire le 15, le petit jeune 15, là, le défenseur. Et surtout, vous voyez, son bassin, il l'a déjà plutôt réorienté vers la ligne, en fait. Et ça, il le fait avant de recevoir la passe même. Là, il est encore en travers. Hop. Là, déjà, il a commencé à tourner. Et il est à peu près à un angle de 45 degrés, en fait. Quand il reçoit la balle, il a à peu près un angle, son bassin, enfin son corps et tout ça est orienté dans un angle de 45 degrés. Il n'est pas à 90, donc il ne fait pas face à la ligne de touche, mais il a déjà commencé à se réorienter. Ça lui permet de redresser sa course, et ça lui permet aussi de voir, justement, typiquement, dont il parle, juste après. Là, du coup, il voit bien ce que lui propose la défense. Et après, c'est ce qu'il dit, c'est soit la défense glisse, et donc c'est lui qui va prendre l'intervalle créé, surtout si O'Driscoll a fait son travail et que le 12 est pris. Et si la défense s'est arrêtée de glisser, et donc le garde lui, et il va donner XT à ses joueurs XT disponibles. Et c'est important, c'est surtout des... Decision to make now, depending on what... Oui. Là-dessus, comme repère, c'est que lui, il le dit pas en effet, et c'est Austin Healey, le présentateur, là, qui leur explique pour redresser sa course. Je pense qu'une manière de le faire sans y penser, c'est justement ce que tu disais exactement, savoir qu'à l'intervalle, tu dois attaquer. En fait, à la réception de cette passe. Et l'intervalle qu'on doit attaquer, c'est pas l'intervalle qui est tout au bout, hein, c'est juste celui qui est autour du 12 qui a été fixé. Et c'est cet intervalle-là, et c'est ce qu'il dit donc bien après, et donc on discutait déjà sur le cas tout ça, et même de Sexton, c'est-à-dire il regarde le prochain défenseur XT, est-ce qu'il a les épaules tournées vers l'extérieur, ou en tout cas pas vers l'intérieur, pas vers lui, auquel cas il faut qu'il rentre dans cet intervalle-là. C'était le cas de la toute première redoublée sur le 7, hein, où elle rentre dans l'intervalle, la All Blacks. Ou est-ce qu'il a les épaules tournées, et auquel cas, en fait, et c'est ce qu'on disait juste avant sur Sexton, il s'engage juste ce qu'il faut pour que, avant qu'on rentre, il donne XP. Donc, il donne avant de tenter de franchir la ligne d'avantage. Il donne juste avant, et là, en fait, c'est un simple 2 contre 1, les épaules sont tournées, et voilà. Mais l'idée, c'est vraiment pour naturellement tourner les hanches au bon moment, c'est juste savoir que c'est l'intervalle juste autour du 12, juste autour de son centre, autour de la personne autour de qui
on redouble, il faut viser. C'est cet intervalle-là qu'on vise. Et à partir de là, normalement, la question n'a pas forcément à se poser. Mais comme disait Cécile, ça fait que normalement, naturellement, on tourne les hanches avant de prendre la balle. Si on les tourne après, c'est qu'en fait, on est resté focalisé sur la balle en se disant, il faut que je l'attrape. Et en fait, au moment où on attrape la balle, on ne sait pas du tout où est l'intervalle. Ouais, et je pense que, enfin, je m'avance peut-être, mais d'expérience et de ce que j'ai vu sur les terrains et en tant qu'entraîneur, souvent quand on veut redoubler, comme on a peur en fait d'être devant, on fait vraiment des courses courbes et un peu justement orientées vers l'arrière et vraiment des courbes qui déjà rallongent le chemin. Alors quand on est feignante comme moi, c'est nul. Quand on est lente comme moi, c'est nul aussi parce que du coup, on n'accélère jamais. Mais ça n'aide pas en fait, parce que si on va vers l'arrière ou si on a une courbe, c'est hyper difficile. Alors que là, tous ceux qu'on a vu faire, ils ont vraiment des courses droites, complètement en travers, ou limite vers l'avant. Mais ça ne marche que effectivement si celui qui fait la redoublée, donc le centre, s'engage vraiment dans sa course. C'est exactement ce que tu disais. Hein. O'Driscoll le dit bien. Si tu t'engages pas et que tu vas, il l'a dit juste avant, si tu vas à demi-vitesse, c'est une vraie galère pour celui qui est en train de redoubler, de passer derrière. Alors que si tu t'engages, tu ouvres l'espace. Et en fait, c'est ça, cette idée qu'il faut garder. C'est-à-dire, je prends la balle et j'accélère pour ouvrir l'espace ou rentrer dans l'intervalle moi-même, en fait. Et vraiment, avec cette idée-là, j'y vais à fond, j'ouvre l'espace où je rentre dans l'intervalle. Si l'intervalle se ferme, je fais ma passe et j'ai ouvert l'espace, donc il n'y a pas de souci. This is a simple wrapping can be Ah, vraiment, c'est la redoublée mais simple, mais on retrouve, hein, ça a beau être du touch, on retrouve tout ce qu'on a vu sur les vidéos de 15. Les mêmes choses. Celle qui lance la redoublée, elle court absolument pas en arrière, elle court vers l'avant. Et celle qui redouble, qui effectivement fait la passe, elle accélère au moment de sa prise de balle, elle vient fixer son vis-à-vis, donc celle qui porte un numéro 2 dans le dos, pour ceux qui suivent. Et c'est au moment, alors là, en plus elle fait une passe à l'aveugle, donc il y a confiance totale que celle qui redouble sera dans le dos. Mais c'est vraiment au moment où la défenseuse a décidé d'aller jouer son toucher, donc de tendre les bras pour faire le toucher, qu'elle fait sa passe. Si elle l'a fait avant, ça passe. La défenseur, elle a le temps de changer d'appui et peut-être de revenir. Et alors, en toucher, c'est encore, je dirais, quasiment plus primordial qu'à 15 parce que c'est plus facile de toucher, de tendre ses bras que de faire un plaquage. Donc, du coup, vraiment, le timing est hyper important. Et après, là, pareil, du coup, elle redresse sa course très bien, très vite. Et pareil, elle analyse, le défenseur vient sur elle et du coup elle joue son 2 contre 1 en donnant XT. Il y a un autre petit truc sur la passe de la redoublée que j'aime bien dans cette vidéo. Et là, tu vois bien. Ouais, vas-y. C'est le petit pop en fait. Là on voit bien que la petite qui redouble, elle envoie une balle un peu flottante. Ce qui permet en fait même. Elle n'est pas tout de suite en place en fait. Donc, ouais. C'est ça. C'est même si l'autre est un petit peu en retard, ça lui permet quand même de la récupérer quoi. Et juste pour appliquer au R5, Cécile, oui. parce que forcément on n'a pas 5 mètres de jouer avec. Non. Le défense est plutôt plat. Pour moi personnellement, pour moi c'est difficile de vraiment attaquer la ligne de défense. Pour moi, c'est plutôt de bien regarder devant, d'assurer que le défendeur est sur toi et d'avancer assez doucement en R5. Pour moi, ça marche mieux comme ça, je trouve. Peut-être pas tout le temps, mais...
En fait, il faut surtout être passé devant Oui, celui qui t'a fait la passe. Si tu passes pas devant celui qui t'a fait la passe, ça marche pas parce que tu rends la vie à celui qui redouble trop compliqué. Ouais. Après, la vitesse, enfin, on parle de vitesse. Encore une fois, moi, je pense que c'est plus des changements de rythme. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes limite de la marche à trottiner. Tu vois sans vouloir dire que tu es à fond, mais que tu es changé de rythme. Et ça, en général, le changement de rythme, c'est ce qui fait que la défense ou le défenseur, ton vis-à-vis, prend une décision, décide d'un truc. T'as pas besoin d'aller à fond, quoi. Ouais. Tu peux revenir? Oui. Ouais, vas-y, pardon, Cécile, vas-y, je t'en prie, finis. Non, mais en fait, c'est vrai que Rachel a raison, parce que là, sur les vidéos, et surtout à 15, souvent, ils passent à fond, mais quand on parle de vitesse, moi, je le vois plutôt surtout comme des changements de rythme que comme un sprint, quoi. D'abord parce que moi, j'arrive pas à sprinter, donc ça ne m'avance pas, mais c'est surtout les changements de rythme. C'est ce qui fait qu'un défenseur va prendre une décision. C'est en voyant que quelqu'un passe de la marche à trottiner, de courir doucement à accélérer. C'est ça qui met en panique le défenseur, quoi. Vas-y, Erwan. Tout à fait. Ouais, si tu peux revenir juste après la réception de celle qui rentre dans ouais, juste donc et là tu vas stopper. Et là en fait on voit à ce moment-là on va voir juste une fraction de seconde d'après ce que fait celle qui reçoit le ballon là, c'est vraiment qu'elle va regarder son défenseur. Juste là. Et en fait, si on regarde sur du jeu à 15, là, on se pose pas la question. Hein. La fille, elle rentre plein pot parce qu'elle est très, très loin, latéralement, sur l'intérieur de la 2. Et en fait, au toucher, on peut se permettre d'être un peu plus loin parce qu'on sait qu'on a juste à toucher, pas à plaquer. Donc en fait, on peut avoir la distance des bras. Et c'est pour ça que ça permet justement, pour défendre les redoublés, de toujours être un peu plus excité, en fait, de ne pas avoir l'attaquante sur son épaule, mais de l'attaquante sur son avant-bras, on va dire, voire sur sa main, si on sait qu'on a un petit avantage de vivacité sur l'attaquant. Mais du coup, elle attend, et c'est pour ça que si elle faisait sa passe intérieure, là, clairement, la 2 avait encore le temps, donc juste avant, hein, la 2 avait le temps en effet de réagir et d'aller défendre à toucher, et il n'y a pas de souci. Donc justement, elle garde la balle, elle regarde sa défenseur, et en faisant ça, en regardant juste sa défenseur, comme sa défenseur a aussi les yeux sur elle voit qu'elle est en train de prendre l'information. Donc en fait, elle est déjà en train de mettre le doute dans son défenseur, parce que son défenseur va se dire, si elle regarde, c'est qu'elle est peut-être en train de se dire que elle va prendre l'intervalle. Donc il faut que j'y aille. Si elle sait où je suis, c'est qu'elle ne se pose pas les questions. Et si on repense à la vidéo avec Danny Kerr tout à l'heure, l'autre qui attaque Rémi Thalès, en fait, à aucun moment il regarde Rémi Thalès. Il a les yeux que sur Danny Kerr. Et donc, en fait, il commence à engager sa passe. Là, défensivement, il n'y a pas de question à se poser. On sait qu'il va le faire. Bon, à part un mec super roublard à la O'Driscoll qui va te faire non, je m'en fous, j'avais pris la décision de rentrer, je rentre dans le tas quand même. Mais sinon, c'est là qui est important. C'est cette prise d'information qui est faite et qui du coup va timer sa passe. Et c'est là où justement, c'est pour ça qu'elle va faire sa passe sur l'extérieur. Parce qu'elle sait, juste avant, elle a vu, en recevant la balle, que sa passeuse avait changé de course, elle a vu son timing, et puis du coup elle change, elle sait à peu près le timing, hein, tac, et dans la course, elle fait une passe flottante parce qu'elle se dit, bon, je vais faire je vais essayer de faire flotter ma balle pour que justement l'autre ait le temps d'arriver dessus, il n'y a pas de souci, mais je la donne. Et si on regarde, elle la donne, elle est au contact, encore une fois, de la 2. Ouais. Ah, ça va vite. Mais c'est typiquement ça. Elle joue une redoublée. Classique, il y a vraiment rien. Elle joue pour redoubler. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle voit que son défenseur, au lieu de l'attaquer elle, se dit ah, ça va redoubler, du coup je glisse. Et là, l'espace est créé, et en fait elle y va toute seule. Ce qui est vachement important, c'est que les deux joueuses sont obligées de regarder à la défense.
C'est Powerhead. C'est des Gallois. Or to create an overlap on the flanks. Perfecting this drill with pace and accuracy will give you a valuable attacking option. Inside a 10-metre square box, place 2 cones on an angle. The carrier passes at the first cone and follows the pass, getting behind the receiver to accept another pass. The ball is then passed to the third player. Donc là, ce qu'on voit, c'est les deux plots, c'est pour la course du joueur qui redouble. Le premier plot, c'est pour l'endroit où il fait sa passe, et le deuxième plot, c'est pour l'endroit où il reçoit sa redoublée. Sur 10 mètres, là, ils ont mis 1 mètre, à peu près 1 mètre vers l'avant. Ce qui est hyper important. Après, l'exo continue, il rajoute de la défense pour... Third player. The second passer should angle their run inward to create space for the looping player. Add defenders to increase difficulty. Là, typiquement, le défenseur, le deuxième défenseur, on peut lui donner le choix, soit de jouer son vis-à-vis qui fait la petite pop passe pour la redoubler, ou de continuer à glisser, et donc l'espace est pour celui qui a la balle. Mais typiquement des petits exos qui permettent de la travailler, qui permettent surtout de travailler le timing. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec les plots marqués, on force vraiment le joueur à avancer, qui est un des grands défauts de la redoublée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, puisque ça fait déjà quand même 50 minutes qu'on parle. Je vous rassure, j'ai plein de vidéos. J'ai encore une vidéo avec du Barbarians dedans, de Chris Roberts, comme la semaine dernière. Il n'y a pas Thomas Castagnel. Et j'ai aussi une vidéo de Vincent. C'est pour ça que je l'avais pas. Ouais, alors il y a une vidéo aussi de Vincent Clerc qui marque un essai contre l'Angleterre en 2011. Alors la qualité était toute pourrie, donc je me suis dit que j'allais pas vous la mettre, même si tout le monde le sait. Je l'aime très fort, Vincent Clerc. Mais je vous passerai ma playlist des redoublés. Et non, il y a aussi une vidéo juste pour toi, Erwan, de Sexton. Non, c'est Sexton, donc c'est pas le meilleur. Ouais, Sexton, mais et si on regarde d'ailleurs. Alors pour le coup, moi j'étais surprise, mais il y a la vidéo de Sexton. Sextoy. Pardon, excuse-moi. La vidéo de Sexton, c'est 3 minutes de redoublé de Sexton. Ça a l'air quand même. Il en fait beaucoup. Et si tu regardes d'ailleurs son jeu est très régulièrement. Hein, c'est de toute manière ce qu'on demande, hein, c'est-à-dire dernier passeur pour me soutien, c'est quand je suis un petit peu éloigné de la défense et que je fais ma passe, je change tout de suite. Hein, il part à 90 degrés toujours. Et en fait, lui, c'est un choix de jeu. C'est-à-dire que de toute manière, il le fait pour aller se placer si jamais il y a un ruck, être tout de suite en place et avoir le temps de regarder. Mais en plus, de toute manière, parce que du coup, il peut être une option de redoubler, quoi. Et c'est vraiment finalement un style de jeu qu'il a adopté. C'est exactement ça. Donc il y a 3 minutes, une compile de toutes les redoublées de Sexton. Donc ça veut dire qu'il en fait beaucoup quand même. Il y a une autre vidéo qui est pas mal avec Bath, où c'est sur une mêlée. Et en fait, la redoublée est bien. Et ce qui est marrant, c'est que c'est joué une première fois et en fait l'arbitre rappelle la mêlée et donc ils font 2 fois exactement la même combi. Et la défense n'est pas adaptée. Mais je pense que c'est surtout une question de timing en fait, plus qu'autre chose. Et que une combi simple, si on la travaille bien, même les meilleurs défenseurs du monde, ils sont à voir. Hop là, donc les conclusions. Alors quand est-ce qu'on utilise la redoublée ? Non, je posais la question à Arnaud, quand est-ce qu'on utilise la redoublée et tout en mangeant son pancake, il me disait qu'il ne savait pas. Il ne sait pas ce que c'est une redoublée. Mais du coup, toi qui étais là, alors quand Fantastique, on est bien, on avance. Quand on est vers la ligne de touche, le plus souvent, parce qu'on n'a plus d'espace dans notre côté de jeu, du coup on veut élargir sur l'autre côté, sur le côté extérieur. Du coup, on veut créer une supériorité numérique. C'est ça ? Ouais. Comme ça, vas-y, famille, me fais pas honte. Dis pas les conneries. On veut créer une supériorité numérique. Et ensuite, un autre truc, c'est que... On peut l'utiliser à 5, à 7 et à 15 ? Ouais. À 10 ? Ah oui, tout le temps. Partout. Un autre truc important, sur un lancement de jeu. Ouais. Pour moi, c'est sur un lancement de jeu. Il y a peu de chances que tu l'improvises, comme la croisée. Ouais.
Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, les lancements de jeu, souvent c'est sur touche, mêlée, ou toucher pour les 5-10. Et pour les 15-10, les 7 et le 10, ça peut être aussi sur un ballon lent. Donc, comme par exemple, si on a reculé et qu'on est un peu en train de subir, on prend le temps de se replacer. Et là, du coup, notre 9 et notre 10 ont le temps d'appeler une combinaison. Ouais, les Irlandais, ils font ça sur des faux ballons lents. Exactement. On croit que c'est des ballons lents, mais la défense n'est pas forcément placée. Ouais, après là, ça commence à devenir un niveau qu'on n'a peut-être pas, mais oui. Comme c'est leur routine, ça passe tout seul. Oui, parce que, du coup, je vais vous la partager, je vais le faire maintenant, ma playlist YouTube. Me jugez pas sur mes playlists YouTube, s'il vous plaît. En fait, comme Sexton, il joue comme ça, il le fait de façon automatique. En fait, toutes ses courses, il fait une passe, il passe derrière celui à qui il a fait la passe, tout le temps. Et du coup, ils peuvent le faire sur ballon lent, ballon semi-lent, ballon... Normalement, vous avez la playlist avec toutes les vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le porteur de balle, donc celui qui redouble, celui qui court, quoi. Je reviendrai juste sur le quand l'utiliser. Comme tu m'as noté supériorité numérique sur l'extérieur, je serai un tout petit peu plus large en disant égalité ou supériorité. En fait, on ne va pas l'utiliser en cas d'infériorité numérique au large. En fait, tu veux créer une supériorité numérique. Ouais, ok, voilà, bah ça marche. Ça marche. Parfait. Et en fait, si tu es à égalité ou en supériorité, c'est très bien. Si tu es en infériorité, tu ne crées pas de supériorité numérique. Et en effet, lancement de jeu au sortie land, je vois pour vous au R5, hein, en effet, si le premier porteur de balle, quand il prend l'habitude, s'il fait une passe assez éloignée de la défense, c'est-à-dire pas au contact de la défense, il faut qu'il prenne, en effet, qu'il prenne l'habitude de faire sa passe en prenant un appui vers l'extérieur pour tout de suite, en fait, après, au fur et à mesure, pouvoir fournir constamment une possibilité de redoubler si son premier receveur extérieur décide de rentrer ou d'aller attaquer son intervalle en face ou à l'intérieur. Alors, pour le porteur de balle, donc celui qui redouble. Il doit avoir une course droite. Ouais. Mais droite, pas à droite, je vais vers la ligne d'en but, mais droite sur vers la ligne de touche. Voilà, c'est ça. L'autre droite, quoi. Ouais, c'est vrai. Il doit pas reculer. Ouais. En fait, il faut qu'il soit prêt à recevoir de nouveau la balle. Exact. À bien s'orienter. Du coup, il faut qu'il ait un peu cette voire ligne de touche, mais en continuant d'avancer vers le mec qui a le ballon. Comme ça, il a juste à tendre les mains pour récupérer le ballon. En gros, ouais, exactement. Il y a un autre truc important, c'est le timing en fait. Ouais. Et c'est qui parle? Lara. Lara. Effectivement, c'est le changement de rythme. Et le timing, c'est qu'il faut vraiment, au moment de la passe, il faut qu'il soit dans le dos et en train d'accélérer. Ouais. Et le receveur, donc celui qui redouble. Donc Brian Driscoll pour le meilleur. Et il doit faire sa passe seulement quand le plaqueur est engagé. Exact. Ouais. J'ai mis vis-à-vis parce que comme il y a des gens qui jouent à toucher et au R5, c'est pas toujours le plaqueur. Mais c'est ça. Course droite, voire rentrante. Ouais, alors ça c'est vrai quand ça dépend des situations. Ouais. Ça dépend des situations en fait. Si tu reprends la première vidéo, la All Black, elle a pas vraiment une course rentrante. Elle a pas une course rentrante d'ailleurs. Non. C'est pas elle qui a une course rentrante. Mais elle a quand même une course au moins droite, quoi. Parce elle a faut essayer une course droite. Ouais, faut essayer d'attraper le défenseur en fait en face. Égal. Moi, en fait, c'est ça. C'est le plus important, c'est de fixer son défenseur.
et d'arrêter son défenseur dans sa défense glissée, quoi. Et les amis, je vous laisse. Merci pour tout. Merci à toi, José. Ciao. Effectivement, mais il y a aussi du coup possibilité de faire une course en cut. Alors, de faire course en 30. Qui est la méthode O'Driscoll. On va l'appeler la méthode O'Driscoll. Pour les besoins. Alors, faut le savoir, je crois que la tactique des Blacks, c'est la redoublée Brumbies et la cut, je sais plus comment ils l'avaient appelé, mais c'est pareil. Ils ont donné des règles en fonction de si on donne encore XT ou si on donne intérieur pour la redoubler. Les autres joueurs sur l'XT, il y en a un qui revient de la première vidéo. Il y a la possibilité pour un centre d'avoir une course inter. Joueur sur l'extérieur. Bah, soit il peut rentrer sa course pour faire. Ah bah tu viens de le dire. Ouais, vas-y. Comme tu avais un SWAT, tu as un autre truc à dire. Donc. Moi j'allais dire, il rentre pour faire une cut et puis soit on lui fait la passe à lui parce que du coup, en fait, on a vu que la défense avait glissé et du coup avait laissé un intervalle. Et soit il fait une course à vide, mais je sais pas. Non, en fait, il y a un autre truc qui est important qu'on a beaucoup vu sur la. Enfin, dont Raph a parlé sur la première vidéo. On voit moins sur la vidéo d'Odriscoll. On le revoit sur d'autres vidéos, mais ceux qui sont XT, ils sont bien espacés. Ah, du coup, pour attirer leur vis-à-vis le plus possible vers la touche, comme ça crée un espace pour que la personne qui fasse la redoublée, elle puisse avoir un intervalle et y aller. Exactement. C'est ça. Un des défauts qu'on voit chez les débutants, plus ou moins larges, notamment au niveau des ailiers, c'est l'ailier qui a des cannes et qui se dit toujours pop, moi il faut que je garde mes 15 mètres à mon extérieur pour pouvoir déborder tout le temps parce que sinon après je suis pas à l'aise. Et du coup, sur une redoublée annoncée au niveau du 10, proche de la mêlée, lui il continue de rester au même endroit qu'il est, quoi. Sauf qu'il comprend pas que le jeu, c'est pas là qu'il va se jouer. En fait, c'est pas à lui de contourner son adversaire. Non, il faudrait qu'il se place sur l'extérieur pour qu'il crée un espace, en fait, soit plus à son intérieur, là où va rentrer la personne qui redouble, soit en effet, pour pas qu'il ait besoin de contourner cette fois-ci. C'est-à-dire qu'avec la redoublée, ça aura resserré la défense et quand il recevra la balle, il aura juste à courir tout droit. Et ça, malheureusement, il y a nombre d'ailiers qui ont des cannes, qui débutent, qui comprennent pas ça. Et en effet, ce positionnement des joueurs à l'extérieur est très important pour étirer la défense et créer des intervalles. Et en fait, c'est en créant déjà des espaces au départ qu'après, les espaces vont se mouvoir, vont varier en fonction des courses de chacun. Et c'est pour ça que, en fait, sur une redoublée, ça peut passer ça franchit la défense à différents endroits en fonction de la réaction de la défense. Justement, pour ceux qui se demandent, en fait, souvent alors ça c'est la première ligne là, pointillée, c'est la ligne des 5 mètres, et ça c'est la ligne des 15. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que l'ailier il se met sur cette ligne là. Et si tu veux vraiment que ta redoublée marche, en fait, ton ailier, il faut quasiment qu'il soit ici. C'est 10 mètres en plus. Hein. Alors, c'est un réflexe parce que souvent on se dit que les joueurs qui sont à côté de nous, ils n'ont pas la longueur de passe. C'est sûrement vrai. On dit ça spécialement en R5. Ouais, oui, je le dis beaucoup chez vous, oui. Mais je l'ai vu aussi chez les filles et de mémoire, les matchs des garçons que j'ai vus aussi. Hein. C'est un problème récurrent. Et en fait, c'est une histoire de pré-placement. C'est-à-dire que s'il se met là, on peut jouer la redoublée et il aura la balle. S'il se met là et qu'on joue la redoublée, il aura peut-être la balle aussi, mais il n'aura pas une bonne balle. Et en tous les cas, c'est sûr, c'est que s'il se met là, il empêche la redoublée.
Et si elle est faite, elle va être mal faite. Donc vraiment, c'est important, quand on est sur l'excès, de ne pas se dire toujours... En fait, c'est le pré-placement. Ça n'empêche pas, avec les courses, de rattraper si vos passes, elles font pas 25 mètres. C'est une des positions les plus difficiles, je pense, dans le terrain, parce qu'il faut que tu vois toutes les choses qui se passent, mais pas revenir vers, il faut que tu restes à l'extérieur. Exactement. Il ne faut pas être attiré par le ballon. Et en plus, bon, à 5 moins, à 7 encore un peu moins aussi, mais à 15, ça peut être, je pense, extrêmement frustrant. Parce qu'en hiver, tu ne dois pas le voir beaucoup, le ballon. Non, mais un truc que j'aime dire aux ailiers, quand ils se placent là, très au large, on le voit à très haut niveau, hein, il y en a, ils prennent carrément la touche, ou ils se mettent même, des fois, juste dans la touche. Dans la touche, quoi. Mais en fait, c'est que en faisant ça, le défenseur, il est obligé de faire un choix. Et il y a des fois, il se dit, mais là, il ne sera jamais à portée de passe, ok. Bon, il sait que du coup, il peut être une menace pour une passe au pied, même au R5, hein. Mais c'est surtout que le défenseur qui est en vis-à-vis, son ailier, il va faire un choix et des fois, il ne va pas se mettre en vis-à-vis puisqu'il sait qu'il ouvre un énorme gap à son inté. Donc, du coup, il va se mettre entre les deux sur une position bancale, sur une position face à personne, mais qui est handicapante pour lui parce que le jeu, mettons, le jeu est d'un côté et son défenseur est de l'autre. Et donc, constamment, il doit passer sa tête d'un côté à l'autre. Et ça veut dire qu'il a des positions de tête où il est aveugle. Donc, au fur et à mesure, en fait, le but de l'ailier attaquant, hein, quand il se place là, c'est de se faire oublier. Parce que selon l'action, comment elle va se dérouler, même si c'est des fois sur 2 temps, l'ailier défenseur, des fois, il va être concentré, mais c'est vrai que ça joue beaucoup auprès ou quoi que ce soit. Et puis, quand ça va venir vers lui, il va totalement avoir oublié qu'il y a l'autre XT là. Et du coup, quand l'autre va recevoir la balle, c'est bon, c'est trop tard, quoi. Donc, c'est se faire oublier par ce positionnement-là, en sachant qu'à un moment, le jeu va venir vers nous. Et comme ça, on est dispo, soit pour une passe au pied, de toute manière, dans tous les cas, soit pour justement, quand le jeu arrive, on est déjà dans l'intervalle. Juste un dernier point, mais pour ceux qui étaient là la semaine dernière, mais pour aujourd'hui aussi, j'aimerais juste qu'on note que dans tous les cas, aucun des joueurs qui a le ballon ne court face à un mec. Ils essayent toujours d'aller viser un côté d'un gars. Comme disait O'Driscoll, l'épaule intérieure. Et le seul qui vise d'ailleurs le milieu, c'est celui qui refait pas sa redoublée sur Thalès, avec Kerr. Toutes les courses, elles sont vers une épaule, dans un intervalle, tout le temps. Ça part du pré-placement où on essaye de ne pas se mettre en face de son vis-à-vis, et aussi dans nos courses. Et c'est comme ça qu'on met la défense en difficulté. Ça et les changements de vitesse. Donc ça veut dire que quand on attaque, alors là j'ai une défenseuse en face de moi, il faut plutôt me positionner avec mon épaule intérieure. Mon épaule extérieure sur son épaule intérieure à elle, c'est ça ? C'est ça. Ok. Alors ça c'est pour ceux qui font du contact, pour ceux qui sont en R5 ou même à 7, ou peut-être même à 10 je dirais, où il y a des plus grands espaces. Là il faut carrément essayer de viser au milieu d'un intervalle, parce que c'est encore mieux. D'accord. Parce que là tu es sûr que tu ne seras pas plaqué. À 15, comme encore une fois, il y a plus de joueurs sur la ligne, donc c'est un peu plus difficile, mais déjà rien que l'épaule inter, vous regarderez la vidéo de Driscoll, mais c'est ce qu'il explique, c'est que rien que ça rend le plaquage au défenseur difficile, et une raison pour qu'il le rate. Alors, si je peux apporter une toute petite nuance là-dessus, hein, on parle justement de placement dans l'intervalle. Le placement dans l'intervalle, en fait, vous devez chercher à le faire à 2 moments. Premier moment, c'est avant d'avoir le ballon. Lorsque vous êtes en attente du ballon, vous devez déjà essayer de vous placer dans un intervalle. En tout cas, pas face à votre joueur, donc sur son épaule externe, sur son épaule inté. Mettons, là, dans le cas d'Odriscoll, par exemple, quand il mettait sa vidéo, il s'était placé légèrement sur l'épaule extérieure. Et justement, pourquoi ? Parce qu'au moment, genre juste avant de recevoir, d'entamer sa course vers l'avant, il va potentiellement faire un petit pas vers l'exté et avancer. Pourquoi ? Parce qu'il est face à une défense en plus qui va glisser.
et qui, au moment où son vis-à-vis va tourner la tête au moment de la passe, justement, pour voir où est-ce qu'il est, il va voir qu'il est déjà un petit peu en retard ou quoi que ce soit, qu'il n'est plus au même endroit. Donc, il doit lui-même réagir, potentiellement partir vers l'extérieur. Et si, justement, O'Driscoll, au moment où il prend la balle, il rentre un petit peu sa course pour viser l'épaule intée, là, il force le défenseur qui, lui, a une course vers l'exté à rentrer encore plus. Ouais. Et donc, du coup, ça fait que son engagement, c'est là où il s'engage encore plus vers l'intérieur. Et donc là, clairement, les épaules se tournent clairement, nettement, les hanches surtout. Et du coup, c'est là où il sait qu'il a fait ce qu'il fallait pour pouvoir donner sa balle. Donc, je me place dans un intervalle et une fois réception de la balle, je cherche à rentrer dans un intervalle. Tout simplement parce que si vous y réfléchissez, je peux être placé dans un intervalle au début, hein, et au moment où je prends la balle, le défenseur a le temps de se décaler pour être face à moi. À ce moment-là, je ne suis plus dans l'intervalle. Et donc, dans ces cas-là, je me redécale dans un intervalle. Si au départ, vous n'étiez pas placé dans un intervalle, mais face à la personne, et bien là, malheureusement, vous pouvez toujours chercher à vous placer dans un intervalle, et c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas, mais ça rend la chose un tout petit peu plus difficile parce que c'est le défenseur qui a l'initiative, a l'avantage, vous allez être obligé de vous orienter. Alors que dans l'autre cas, des fois, vous pouvez rester avec une course droite et vous êtes bien placé. Donc, je me place dans un intervalle avant de recevoir le ballon. Et quand je vais chercher le ballon, une fois que je l'ai, je regarde est-ce que j'y suis ou est-ce qu'il faut que je me redécale dans un intervalle. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. On a fait moins long, Erwan. C'est pas mal, hein. Bon, par contre, je vous ai mis ma playlist. Vous voyez, il y a encore plein de vidéos que je ne vous ai pas montrées. C'est grave, docteur. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des trucs à rajouter? Juste un mini truc pour moi. J'étais en train de fouiller dans des docs que j'ai. Et je vais vous envoyer à ceux qui sont inscrits des photocopies de pages du middle, pages techniques du middle sur la redoublée et la croisée qui sont intéressantes aussi. Je vous l'enverrai par mail. Ouais. Vraiment, je vous conseille la vidéo sur la playlist. Je vous conseille la vidéo qui s'appelle Loop Pass de Chris Roberts. Parce que c'est 4 minutes 20. Vous êtes peut-être en train de vous dire que c'est un peu long, mais vraiment, il explique très bien, justement, typiquement la redoublée. Et en plus, vous pouvez mettre les sous-titres pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Mais il n'a pas trop un anglais incompréhensible. Il n'a pas un accent chelou de sud-africain, par exemple. Voilà. Je vous remercie à tous. Un bon dimanche. À la semaine prochaine, tout le monde. Bisous. Et on attendra les réactions Ciao. Bye. Salut. Salut.